Bonjour, je suis Sylvia. Maman, si je m'assois, ma partie intime me fera mal. Et lors de ce dîner de famille, ils ont levé les yeux au ciel et l'ont traité de dramatique. Mais j'ai vu comment elle tressaillait quand quelqu'un effleurait son épaule, comment elle dormait avec ses baskets comme si elle était prête à s'enfuir. Ils pensaient que les liens du sang pouvaient enterrer la vérité. Puis j'ai trouvé son dessin, et mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone en composant le 911. Ce qui s'est passé ensuite a anéanti tout ce que je croyais sur la famille. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous et d'où? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chaque mot. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire qui m'empêche encore de dormir la nuit. Le soir de Thanksgiving n'a jamais été censé ressembler à une salle de tribunal. Pourtant, à la seconde où Naomi et moi avons mis le pied sur le porche de maman, j'ai senti un verdict planer dans l'air. La lumière du porche vacillait, captant un tourbillon de givre, et pendant un instant, je me suis demandé si faire demi-tour ferait moins mal que de sonner à cette porte. Mais Naomi, serrant contre elle son raton laveur en peluche, a murmuré « Ça sent la tarte là-dedans, maman ». Et c'était une raison suffisante pour entrer. Des années s'étaient écoulées depuis que j'avais apporté un plat gratiné dans cette maison. Le papier peint était du même jaune pâle, toujours gondolé dans les coins, mais tout semblait plus petit et plus acéré, comme si les murs avaient écouté trop de secrets et étaient devenus méchants. L'étreinte de maman fut brève, son parfum poudré et distant. « Tu as l'air fatiguée, Sylvia. » Long trajet, a-t-elle demandé. Ce qu'elle voulait dire, c'était « Ne cherche pas d'histoire ». Ma sœur, Calista, mettait la table dans la salle à manger, le cristal scintillant sous sa chevelure parfaite. Elle m'a lancé le sourire crispé que les gens adressent aux télévendeurs juste avant de raccrocher. J'ai essayé d'ignorer le malaise. Les yeux de Naomi parcouraient la famille qu'elle connaissait à peine, l'oncle Marcus qui riait trop fort, grand-mère Vera qui rappelait à chacun où s'asseoir, la cousine June qui courait après les saucières. Naomi a serré mes doigts, notre code secret pour dire « reste près de moi ». Nous nous sommes rassemblés autour de la longue table en cèdre, la même que papa avait poncée à la main avant de mourir. Un siècle de bénédiction avait été prononcé sur ce bois, mais ce soir-là, le grain du bois semblait meurtri. On a dit à Naomi de rejoindre les deux plus jeunes cousins au bout de la table. Elle a hésité, tordant l'ourlet de son pull. J'ai poussé sa chaise, mais elle s'est penchée vers moi à la place. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon bébé ?» Sa voix est sortie plus fine qu'un souffle. « Maman, si je m'assois, ma partie intime me fera mal. » La phrase était trop délicate pour la pièce. Elle s'est brisée quand même. Le temps a ralenti, les sons se sont déformés. Ma fourchette a glissé, a heurté l'assiette avec un bruit sec. Marcus a laissé échapper un rire bref. Le drame coule dans les veines de ce côté de la famille, a-t-il dit, agitant un petit pain beurré comme un marteau de juge. Maman s'est éclairci la gorge. Naomi, les bonnes manières. Tiens-toi droite. Sylvia, elle a besoin de limites plus fermes. Tout le monde a recommencé à se passer les plats, prétendant qu'une fillette de 6 ans ne venait pas de lâcher une grenade à table. Je me suis agenouillé à côté de Naomi, mes paumes soudainement moites. Ma chérie, est-ce que quelque chose te fait mal en ce moment? Elle a hoché la tête, ses larmes brillantes mais silencieuses. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Nous allons aux toilettes, d'accord, ai-je murmuré. Personne n'a offert son aide. Les assiettes cliquetaient. Quelqu'un a béni la sauce au canneberge. J'ai guidé Naomi dans le couloir, sentant chaque regard me piquer le dos comme des punaises. Derrière la porte verrouillée, l'odeur de savon à la lavande ne parvenait pas à masquer ma peur. Naomi a tressailli quand je l'ai aidée à enlever ses collants. Là, le long du pli de sa peau tendre, j'ai vu une rougeur qu'aucun enfant ne se fait sur une aire de jeu. Un goût métallique a rempli ma bouche. J'avais passé 2 ans à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, je connaissais cette couleur, ce tressaillement. Le savoir ne rendait pas les choses plus faciles quand il s'agissait de mon propre enfant. Les yeux de Naomi cherchaient les miens. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Je l'ai serré contre moi, comptant ses respirations jusqu'à ce que la mienne se calme. De retour dans le couloir, j'ai croisé le regard furieux de maman. Est-ce que c'est nécessaire, a-t-elle sifflé. Le dîner refroidit. Naomi ne se sent pas bien. Nous sortons un peu, ai-je dit, d'une voix trop calme même pour moi. Calista a levé les yeux au ciel si fort que j'ai craint qu'il ne reste coincé.
Marcus a souri d'un air narquois et a siroté son vin. J'ai installé Naomi dans la chambre d'amis, en lui tendant le raton laveur. Serre-le fort si tu as peur. Je serai juste dehors. Elle a hoché la tête, les joues brûlantes d'une onde qu'une enfant ne devrait pas connaître. L'air de la nuit était mordant lorsque je suis sorti sur le porche. Ma main tremblait en composant le numéro, mais je me suis forcé à ne pas pleurer. Les régulateurs ont besoin de clarté, pas de larmes. Quand l'opératrice a répondu, les mots avaient un goût de rouille. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, ai-je réussi à dire, fixant le rectangle de lumière dorée de la salle à manger où ma famille riait sans nous. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. Mon appel à la régulatrice résonnait encore à mes oreilles quand le grondement des moteurs a rompu le calme de la rue. Les gyrophares bleus ricochaient sur les volets de maman comme des lucioles agitées. Je suis resté sur le porche, me serrant les coudes, sans manteau dans le froid de novembre, refusant de rentrer avant que de l'aide n'ait franchi ce seuil. La première voiture de patrouille s'est garée en douceur près du trottoir, suivie d'une ambulance. 2 policiers ont monté les marches, chapeau à la main, inspectant la maison comme si le danger pouvait bondir des rosiers. Une ambulancière a hissé un sac rouge sur son épaule et a croisé mon regard. J'ai hoché la tête en direction de la porte. Elle a compris sans un mot. Maman a ouvert la porte brusquement avant que quiconque puisse frapper, ses sourcils se haussant. Quelqu'un s'est évanoui ? Sylvia, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai à peine pu murmurer. Ma fille a besoin d'un examen médical. Elle est dans la chambre d'amis. La bouche de maman a eu un tic, prise entre la confusion et l'irritation, mais elle s'est écartée. L'odeur de dinde et de sauge nous a tous frappés en entrant. Le salon a explosé dès que les uniformes sont apparus. Calista s'est précipitée, ses talons claquant sur le parquet. « Tu te donnes en spectacle » a-t-elle sifflé, la mâchoire si serrée qu'elle en tremblait. Derrière elle, Marcus secouait la tête comme un entraîneur déçu. « Vous voyez ce qui arrive quand des personnes instables deviennent parents » a-t-il marmonné pour lui-même. Mon regard l'a traversé, refusant de laisser l'insulte m'atteindre. L'ambulancière s'est agenouillée à côté de Naomi, qui était assise en tailleur sur le lit, serrant son raton laveur. Elle a parlé doucement, a demandé la permission de l'examiner. Naomi s'est mordu la lèvre, a hoché la tête. Elles ont disparu dans la salle de bain attenante pendant qu'un policier attendait dehors, les bras croisés. Dans le couloir, les membres de la famille formaient un demi-cercle, me bombardant de questions. Est-elle malade ? Est-elle tombée ? Est-ce à cause de ses caprices à table ? Je n'ai répondu à aucune. Mes yeux restaient fixés sur cette porte étroite, souhaitant qu'elle s'ouvre, redoutant qu'elle le fasse. Les minutes s'allongeaient. L'horloge de la chambre faisait un tic-tac si fort qu'il semblait accusateur. Finalement, l'ambulancière est sortie, le visage vidé de sa couleur. Elle m'a fait signe de la rejoindre dans la cuisine, à l'écart de la foule. Sa voix était à peine plus qu'un souffle. Elle a confirmé qu'il y a eu des attouchements. De façon répétée. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Votre fille a donné un nom. Mes genoux ont menacé de plier, mais je me suis appuyé contre le comptoir. Qui ? Une pause. Votre beau-frère. Le monde a basculé, puis s'est redressé en une version plus froide. La rage a jailli si violemment que ma vision s'est remplie de points noirs. J'ai inspiré jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal, me forçant à rester debout. Merci, ai-je réussi à dire. S'il vous plaît, restez avec elle. Quand les policiers se sont tournés vers Marcus, le chaos a éclaté. Maman s'est interposée entre eux. C'est ridicule. Marcus ne ferait jamais ça. Calista s'est agrippée à ma manche. Tu es en train de déchirer cette famille. Marcus a pris sa meilleure expression blessée. Je n'ai rien fait. La petite est confuse. Le plus grand des policiers est resté calme, lisant les droits par-dessus le vacarme. Les menottes ont cliqueté, métal contre os, un son implacable. Grand-mère Vera a couvert sa bouche, les yeux écarquillés. La cousine June s'est mise à pleurer. À travers tout cela, Naomi regardait depuis l'embrasure de la porte de la chambre, les joues marbrées de rose. Je me suis précipité vers elle, m'agenouillant pour que nous soyons au même niveau. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je murmuré, écartant une mèche de cheveux de son front. Maman te croit. Tu es en sécurité maintenant. Ses doigts se sont enroulés dans ma paume. J'avais peur de le dire. Je sais, ai-je dit,
ravalant la boule que j'avais dans la gorge. Mais tu n'es plus seul maintenant. Marcus a été conduit dans le couloir, les poignets liés. Quand la porte s'est ouverte, un courant d'air froid s'est engouffré, dispersant l'odeur de Thanksgiving. Il m'a lancé un dernier regard, mi-menaçant, mi-suppliant, avant que les policiers ne le conduisent dans la nuit scintillante. Maman l'a suivi jusqu'au seuil, la main agrippée au cadre de la porte. Elle n'a pas regardé son gendre. Elle m'a fixé, la voix basse, chaque mot taillé dans la glace. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. La promesse de maman d'un ressentiment éternel résonnait encore derrière la contreporte lorsque la voiture de patrouille s'est éloignée. Je n'ai pas répondu à son regard furieux. Je me suis concentré sur l'installation de Naomi sur la banquette arrière de l'ambulance pour le court trajet vers l'hôpital pour enfants. Une ambulancière m'a tendu une brochure sur la réaction post-traumatique, mais le papier tremblait si fort dans ma main que les mots se sont brouillés. Le temps que je fasse une déposition au commissariat et que je retourne à notre duplex, l'aube avait salé le ciel. 7 jours se sont écoulés péniblement depuis cette nuit. Personne de la famille n'a appelé, envoyé de messages, ni même cliqué sur un emoji triste sur ma publication sur les réseaux sociaux expliquant l'absence de Naomi à l'école. Le numéro de maman s'affiche comme bloqué quand je compose. La messagerie vocale de Calista est pleine. Le pasteur Jenkins a laissé un seul message mielleux sur le fait de laisser la grâce faire son œuvre, puis a suggéré que j'arrête de participer au groupe de femmes jusqu'à ce que la poussière retombe. La poussière. Comme si la douleur de ma fille n'était qu'un film à essuyer sur une étagère. À l'intérieur de notre petite location, le silence n'est pas paisible, il fait les 100 pas. Le bourdonnement du réfrigérateur est plus fort. Les planchers craquent plus souvent. Certains matins, je me surprends à vérifier les serrures 2 fois, puis encore avant de réveiller Naomi pour l'école. Elle se glisse encore dans mon lit la nuit, ses doigts agrippant ma manche comme si je pouvais m'échapper. Quand je lui demande si elle rêve, elle se contente de hausser les épaules. Mardi, elle s'est assise en tailleur à la table de la cuisine, regardant la chaise en bois comme un chien regarde un piège. « Est-ce que je peux m'asseoir maintenant » a-t-elle chuchoté. J'ai forcé un sourire. « Oui, ma chérie. Tiens, je vais mettre un coussin. » Elle s'est perchée comme un moineau, les épaules raides, et a dévoré ses céréales sans lever les yeux. Mercredi, au milieu de la paperasse à mon bureau, le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait l'école primaire Harmonie. Mon pouls a eu un hoquet. Mademoiselle Duncan, c'est Madame Vera, l'enseignante de Naomi. Rien d'urgent. Elle va bien, mais j'apprécierais que vous puissiez passer cet après-midi. Sa voix avait une nuance sous-jacente, le ton que les professionnels utilisent quand ils ont peur de vous effrayer. C'est à propos d'un dessin que Naomi a fait pendant les activités. Je crois que c'est lié à ce qui s'est passé. Le reste de la journée de travail s'est traîné comme un jean mouillé. À 15h30, je me suis garé devant l'école, les poumons trop serrés pour l'air d'octobre. En parcourant le couloir, je suis passé devant des panneaux d'affichage couverts de dindons bâtonnets et de listes « Je suis reconnaissant pour une enfance normale ». L'espace d'une seconde, j'ai envié ses parents dont la plus grande peur était le gluten à la cafétéria. Madame Vera m'a accueilli à son bureau, les lèvres pincées. À côté d'elle se trouvait une feuille de papier de construction rouge. Elle l'a fait glisser vers moi. Naomi m'a dit que je pouvais vous le montrer. Des traits de crayon de cire dessinaient une chaise, l'ancienne chaise de salle à manger de ma mère. Mais Naomi avait dessiné des pointes sortant du siège, des lignes cramoisies dégoulinant. Au-dessus, une petite fille en bâtonnet sanglotait d'énormes larmes bleues. Sur le côté se dressait un sombre gribouillage avec des dents. Ma gorge s'est serrée. Elle a dit, c'est la chaise de grand-mère. Ces mots exacts, a murmuré Madame Vera. Et que ça faisait mal. Je suis tenu de faire un signalement. Le conseiller a déjà appelé les services de protection de l'enfance. La culpabilité m'a frappé si fort que je me suis agrippé au bord du bureau. Combien de dîners de Thanksgiving avais-je félicité Naomi de s'asseoir sagement pendant que cette maudite chaise se marquait dans sa mémoire? J'ai forcé une respiration régulière, remercié l'enseignante et promis ma coopération. Les services de protection de l'enfance ont appelé ce soir-là, polymérodé. L'assistante sociale a demandé des copies des notes médicales et du dossier de police existant. J'ai obtempéré, envoyant des scans par courriel entre 2 bouchées de macaroni au fromage réchauffé. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, Naomi coloriait silencieusement à côté de moi. J'ai remarqué un album photo ouvert sur la table basse, la fête de Noël de maman l'année dernière.
Naomi avait collé un autocollant fluo sur le visage de l'oncle Ben, le frère célibataire qui apportait toujours des tours de magie et des bonbons supplémentaires. Quelque chose s'est noué dans mon estomac. L'heure du coucher est arrivée. J'ai lu Bonsoir Lune, ajouté un couplet supplémentaire de son hymne préféré, et j'ai bordé la couette autour de ses épaules. La lueur de la veilleuse peignait des ovales doux sur le mur. J'ai caressé ses cheveux jusqu'à ce que ses paupières s'alourdissent. Maman, a-t-elle parlé si faiblement que j'ai failli ne pas l'entendre. Oui, mon bébé? Tu as promis que je n'aurais plus jamais à y retourner. Je le pensais. Plus jamais. Elle a hoché la tête, ses cils tremblants. Puis, juste avant que le sommeil ne l'emporte, elle a murmuré, « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » À propos du jeu auquel il jouait avec moi. Mon cœur a sursauté. On pourra en parler le matin, d'accord? Elle a réussi un petit oui, déjà à la dérive. Je lui ai embrassé le front, goûtant un sel qui aurait pu être le sien ou le mien. En fermant la porte, le chauffage s'est mis en marche, faisant cliqueter les conduits de ventilation comme des pas lointains. Je suis resté dans le couloir, me serrant dans mes bras, les oreilles bourdonnant de ce seul mot jeu, et j'ai su que le combat était loin d'être terminé. La confession de Naomi flottait dans la pièce comme de la fumée longtemps après qu'elle se fût glissée dans ses rêves. Je me suis assise sur le bord du matelas, comptant le va-et-vient de sa poitrine jusqu'à ce que le rythme se stabilise. Ce n'est qu'alors que j'ai rassemblé ses dessins, éteint la lampe et me suis retiré dans le salon, où la nuit semblait trop grande. Elle s'est réveillée de nouveau vers minuit, marchant dans le couloir en chaussettes. « Je ne peux pas dormir si tu ne me serres pas dans tes bras », a-t-elle murmuré. Je l'ai ramenée, je me suis installé dans le fauteuil à bascule et j'ai enroulé une couette autour de nous deux. C'est là que les mots sont venus, doux comme des ailes de papillon de nuit. Oncle Marcus aimait le jeu du silence, a-t-elle commencé. Si je restais très immobile et ne faisais aucun bruit, il disait que j'étais une gagnante. J'ai gardé une voix égale. Que se passait-il si tu bougeais? Il appuyait sur mes jambes. Parfois, il pinçait. Et si je pleurais, je devais recommencer. Ses petits doigts tordaient le bord de la couette. Il disait, les filles sages ne s'agitent pas, mon estomac s'est retourné. Des bandes de clair de lune horizontale rampaient sur le plancher. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant de ce jeu? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Grand-mère a vu une fois. Elle a dit que j'étais difficile. Quand Naomi s'est finalement endormie, l'adrénaline que j'avais accumulée dans mes muscles n'avait nulle part où aller. Je me suis faufilé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai laissé les sanglots éclater dans une serviette. Les scènes se rejouaient, moi dans la cuisine à remplir les tasses de thé, Marcus dans la salle à manger à divertir les enfants. Combien de fois avais-je ri depuis la cuisinière pendant que mon enfant comptait des secondes silencieuses pour survivre? La culpabilité avait un goût de cuivre. L'aube m'a trouvé à table en train de rédiger des notes pour l'assistante sociale. À 8 heures précises, j'ai appelé sa ligne directe. Ma voix n'a tremblé qu'une seule fois. Naomi a révélé d'autres abus la nuit dernière. Des détails et la fréquence. À l'autre bout du fil, le ton de Julie s'est durci. Nous allons programmer un entretien médico-légal cet après-midi. Pouvez-vous l'amener à Riverstone Advocacy à 14 heures? Elle a fait une pause. Étant donné l'escalade, nous pourrions prendre des mesures de protection d'urgence pour vous deux. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai expiré à travers mes dents serrées. La ligne de front s'était rapprochée. Riverstone était une maison de plein pied rénovée, peinte d'un bleu sarcelle apaisant. Des jouets bordaient la salle d'attente, mais Naomi les a ignorés, choisissant plutôt de tresser et détresser la queue de son raton laveur. À travers un miroir sans teint, j'ai regardé l'entretien commencer. La thérapeute s'est présentée, a offert une brique de jus de fruits, puis a posé des questions sur les jeux auxquels Naomi jouait en famille. La voix de ma fille flottait à travers les haut-parleurs, claire, factuelle, déchirante de politesse. Elle a décrit la chaise rouge, les pointes qu'elle imaginait après que cela lui ait fait mal, la règle du silence. Marcus a dit que si je le disais, on emmènerait maman, a-t-elle expliqué, comme si elle récitait des mots d'orthographe. Chaque phrase était un coup de poignard. À un moment donné, elle a soulevé l'ourlet de sa robe pour montrer de légères ecchymoses que les urgences avaient manqué. Les yeux de la thérapeute brillaient, mais elle a maintenu un murmure constant de réconfort. 40 minutes plus tard, la séance s'est terminée. Julie m'a rejointe dans un bureau annexe, des documents à la main. Nous ouvrons une enquête officielle sur Marcus.
Une ordonnance de restriction temporaire sera déposée aujourd'hui. Elle a tapoté les papiers. Naomi est éligible à une thérapie axée sur les traumatismes. Vous recevrez un planning. La gratitude et l'effroi se sont emmêlés en moi. J'ai signé là où elle l'indiquait, écrivant mon nom en lettres capitales avec des traits délibérés pour que personne ne puisse prétendre que j'avais hésité. En quittant le centre, le soleil d'automne semblait trop vif, les voitures trop bruyantes. J'ai attaché Naomi, puis je me suis glissé derrière le volant, les doigts crispés sur le cuir. Dans le rétroviseur, mon visage paraissait plus vieux qu'une semaine auparavant, plus pâle, mais taillé dans quelque chose de plus dur que la peur. J'ai murmuré à ce reflet, ils comptaient sur mon silence. Ils avaient oublié qui m'avait appris à survivre. De retour à la maison, j'ai ouvert mes contacts, faisant défiler jusqu'à trouver Lorraine Pierce, une avocate que j'avais rencontrée en faisant du bénévolat au refuge. Mon pouce a plané sur l'icône de message. Avant que je puisse taper, un nouveau texto a illuminé l'écran. C'était de Calista. Arrête ça, ou on te l'enlèvera. Le texto reposait sur mon écran comme une pierre dans mon estomac. Arrête ça, ou on te l'enlèvera. Ma propre sœur. La même femme qui avait un jour pleuré dans mes bras en disant, s'il m'arrive quelque chose, tu seras comme la deuxième maman de Naomi. Maintenant, elle me menaçait, utilisant les avocats et la garde comme des armes. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais furieuse. Furieuse de la lâcheté, du silence, de la façon dont la famille se retourne contre la vérité quand elle devient gênante. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je suis juste restée assise là, dans ma cuisine, avec pour seul bruit le bourdonnement du réfrigérateur. Naomi était toujours blottie dans la chambre d'amis, dormant comme l'enfant qu'elle méritait d'être. J'ai jeté un coup d'œil à la photo collée sur mon frigo, Naomi a 2 ans, du glaçage partout sur les joues, mon bras enroulé autour d'elle comme un bouclier. Je me souvenais de ce jour. Je me souvenais de tout. Et je me souvenais du début. Le jour de la naissance de Naomi, j'étais là. Je m'étais précipité à l'hôpital directement depuis le travail, encore en blouse et en basket. Ma sœur était épuisée, droguée et pâle, à peine capable de garder les yeux ouverts. J'avais tenu Naomi en premier minuscule, rose, un doux gémissement s'échappant de ses poumons tout neufs. Ma sœur avait tendu la main et touché mon bras. Elle est à toi aussi, avait-elle murmuré. Promets-moi, si jamais je me perds, que tu seras son ancre. J'ai promis. Dieu m'est témoin, je le pensais. Cette promesse résonnait dans ma tête alors que j'étais assise dans la voiture devant le cabinet d'avocat d'Anna Ramirez le lendemain matin. Anna et moi ne nous étions pas parlé depuis des années, mais elle avait été ma colocataire à l'université, et elle avait la réputation de se battre avec acharnement quand c'était important. Je lui avais envoyé un texto la veille au soir. Le matin, elle m'avait libéré un créneau. À l'intérieur, Anna n'a pas perdu de temps en bavardage. Elle a offert du café, que j'ai refusé, puis s'est assise en face de moi dans un bureau calme et propre, bordé de recueils de jurisprudence et de diplômes encadrés. Raconte-moi tout, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Chaque murmure, chaque dessin, chaque signal d'alarme que j'avais ignoré, et chaque fois que j'avais laissé les paroles de ma sœur l'emporter sur mon instinct. Quand je lui ai montré le message, la menace, le visage d'Anna est devenu impassible. Il te teste, a-t-elle dit doucement. C'est ce que font les gens comme ça. Ils poussent pour voir si tu vas craquer. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne vais pas craquer. Anna a hoché la tête une fois. Bien. Parce que la suite va être compliquée. Elle a expliqué le paysage juridique, comment je n'étais pas la tutrice légale de Naomi, comment techniquement ma sœur avait encore l'autorité parentale pleine et entière. Si elle demandait la garde, si elle présentait cela comme un malentendu familial, elle pourrait influencer le tribunal. Mais la voix d'Anna est devenue plus tranchante lorsqu'elle a ajouté, si Naomi est en danger et que tu as documenté chaque étape, nous pouvons demander la garde provisoire d'urgence. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'ai ravalé le nœud qui montait dans ma gorge. Et le reste de la famille? S'ils prennent son parti? Ils le feront, a dit Anna sans détour. Au début. Jusqu'à ce que la vérité se fasse plus forte. Juste à ce moment-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message de ma sœur. Déjeuner demain. Juste nous deux. Parlons comme des femmes adultes. Anna a plissé les yeux. Ce n'est pas une offre de paix.
C'est un piège. Je sais, ai-je dit. Mais j'y vais. L'après-midi suivant, je me suis garé devant un café neutre à mi-chemin entre nos maisons, un endroit lumineux et joyeux. Des banquettes bordaient les murs, facile d'entendre, impossible de crier. Ma sœur était déjà à l'intérieur, sirotant un thé comme si nous n'étions que deux vieilles amies qui prenaient des nouvelles. Sylvie, a-t-elle souri, se levant pour m'embrasser. Je n'ai pas bougé. Elle s'est rassise, feignant de ne pas remarquer le froid entre nous. Je veux juste mettre les choses au clair, a-t-elle commencé. Naomi est confuse. Tu sais comment sont les enfants. L'imagination et tout ça. Elle a toujours été sensible. Je n'ai pas parlé. Elle a soupiré, d'un air doux et maternel. Je ne veux pas ruiner notre famille pour ça. On a toujours pu compter l'une sur l'autre, n'est-ce pas? Puis elle a fouillé dans son sac à main et a fait glisser une fine enveloppe en papier craft sur la table. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que j'ai déjà un mauvais pressentiment. Juste quelque chose à considérer, a-t-elle dit d'un ton léger. Un compromis. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un projet de demande de garde, son intention de récupérer Naomi. À côté, un accord de silence mutuel. Si j'abandonnais les accusations et me retirais, il n'engagerait pas de poursuite judiciaire. J'ai regardé les papiers, chaque mot était une gifle. Tu essaies d'échanger son traumatisme contre ta réputation, ai-je dit d'un ton plat. Elle a cligné des yeux. Sylvia, ne sois pas dramatique. Il s'agit de maintenir la paix. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est comme ça qu'il appelait ça aussi? Maintenir la paix pendant qu'elle jouait à ce jeu malade? Ses lèvres se sont resserrées. Tu ne fais qu'empirer les choses. Si tu continues, nous nous battrons. Et nous gagnerons. J'ai posé délicatement l'enveloppe sur la table. Non, ai-je dit doucement. Tu l'as déjà perdu. La question est, qu'est-ce que tu es prête à perdre d'autre? Je n'ai pas attendu de réaction. J'ai laissé cette enveloppe sur la table entre nous comme une bombe dont la goupille a été retirée et je suis sorti du café sans un autre mot. Dehors, le vent s'était levé, tirant sur mon manteau. J'ai accueilli le froid. Il m'aidait à rester debout, à combattre la nausée qui se tordait dans mon estomac. Le lendemain matin, Naomi a à peine parlé. Elle était assise à la table de la cuisine, ses céréales détrempées, intactes. J'ai essayé de lui poser des questions sur le cours de maths, sur le club d'art qu'elle aimait tant, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est un léger hochement de tête ou un haussement d'épaules crispé. Ses yeux ne croisaient pas les miens. Quelque chose était à nouveau en train de glisser. Je pouvais le sentir dans la façon dont elle serrait son sac à dos à deux mains, comme un bouclier. L'étincelle qui avait commencé à revenir après la visite des services de protection de l'enfance s'éteignait. Après son départ pour l'école, j'ai rangé la cuisine, puis je suis passé au salon. Son sac avait été laissé près de la porte, la fermeture éclair ouverte. Je me suis penché pour le fermer et j'ai remarqué quelque chose coincé entre deux cahiers à spirale usés, un papier épais et froissé, mis en boule comme s'il avait été caché à la hâte. Je me suis assise, l'aplatissant sur la table. C'était un dessin, grossier mais délibéré. Une petite fille était assise seule sur un banc, les genoux écartés, des lignes de crayon rouge dessinées en traits déchiquetés sur la zone entre sa taille et ses jambes. Derrière elle se dressait une silhouette plus grande, filiforme, avec de larges épaules et un visage légendé d'une écriture inégale. Tonton R. Sur le côté se trouvaient deux autres personnages en bâton, tous deux tournant le dos. Maman. Grand-mère. Ils regardaient et ne faisaient rien. Mon souffle s'est coupé. Le papier tremblait dans mes mains. Pendant un long moment, je suis resté assise là, incapable de bouger, incapable de penser. Puis j'ai entendu des pas. Naomi était de retour. Elle avait oublié sa boîte à lunch. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, ses yeux se sont posés sur le papier devant moi, puis sur mon visage, et alors elle s'est effondrée. Je suis désolé, a-t-elle sangloté, la voix aiguë et tremblante. Je ne voulais pas le dessiner. C'est juste que, je ne savais pas comment le dire autrement. Je suis allé vers elle sans un mot, enroulant mes bras autour de sa petite silhouette. Ses larmes ont trempé ma chemise. Tu n'as jamais à être désolé, ai-je murmuré dans ses cheveux. Tu es courageuse. Et tu n'es pas seule. Je te le promets, je te crois. Je ne vais nulle part. Cet après-midi-là, je suis allé la chercher à l'école plus tôt. Je suis entré dans le bureau d'accueil et j'ai demandé à voir la conseillère, Mademoiselle Wheeler.
une femme calme au début de la cinquantaine avec un pli profond entre les sourcils qui ne faisait que se creuser davantage alors que je lui tendais le dessin. Naomi était assise à côté de moi, silencieuse mais alerte. Mademoiselle Wheeler a ajusté ses lunettes et a étudié le papier. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé Naomi. « Ma chérie » a-t-elle dit doucement, « c'est toi qui as dessiné ça ?» Naomi a hoché la tête. Mademoiselle Wheeler n'a rien dit d'autre. Elle s'est simplement levée, a verrouillé la porte du bureau et est retournée à son siège. Ça remonte la hiérarchie maintenant. En moins d'une heure, l'école a déposé un rapport supplémentaire auprès des services de protection de l'enfance. J'étais assise dans le couloir devant le bureau de la conseillère tandis que le directeur de l'école, Monsieur Calder, un homme à la voix douce que j'avais à peine rencontré, est descendu et m'a serré la main. « Mademoiselle Taylor, a-t-il dit, quoi que vous ayez besoin de nous, nous soutiendrons Naomi. Dites-nous simplement comment aider. » C'était la première fois depuis le début de tout cela que quelqu'un en dehors de mes murs prononçait ces mots. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence quasi total. Naomi regardait par la fenêtre, le pouce pressé contre ses lèvres comme un réflexe d'un temps plus jeune. Je ne l'ai pas poussé. J'ai juste gardé une main sur le volant et l'autre légèrement posée sur son genou. Le dîner fut silencieux, juste de la soupe et des craquelins. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a mangé. Cela seul semblait être une petite victoire. Je rinçais la vaisselle quand j'ai de nouveau entendu ses pas, doux et incertains. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Sa voix était à peine plus forte qu'un souffle. « Je peux dormir avec toi ce soir ?» J'ai hoché la tête, j'ai tiré les couvertures et je l'ai laissé se blottir à côté de moi. Ses petites mains agrippaient le tissu près de mon épaule. La pièce était sombre, juste le faible bourdonnement du chauffage et le rythme de notre respiration. Puis, d'une voix si faible que j'ai failli la manquer, elle a demandé, « Tu penses qu'ils me croiront cette fois ?» Je me suis tourné vers elle, lui lissant les cheveux, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris. Naomi n'avait pas seulement peur. Elle était fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Naomi blottit contre moi, sa petite main enroulée autour de mon poignet comme si je pouvais disparaître si elle lâchait prise. Son murmure résonnant encore dans ma tête, « Tu penses qu'ils me croiront cette fois ?» coupait plus profondément que tout ce que j'avais entendu dans une salle d'audience. Je suis resté éveillé longtemps après que sa respiration se soit ralentie, fixant le plafond, me demandant combien de nuits elle avait passé comme ça avant de finalement parler. Le lendemain matin, j'étais dans la cuisine en train de faire des œufs quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. « Madame Green ?» C'était la voix de la conseillère scolaire, basse, prudente. « Je pense que vous devriez venir. » Naomi a laissé sa tablette scolaire dans le coin lecture hier, et quand je l'ai ouverte pour la recharger, il y avait un enregistrement. On dirait qu'il a démarré par accident, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je pense que vous voudrez l'entendre. Elle n'a pas élaboré. Elle n'en avait pas besoin. Ma poitrine s'est serrée. Je lui ai dit que je serais là dans 20 minutes. J'ai déposé Naomi à l'école moi-même, je lui ai embrassé le front et je lui ai promis que je la verrais plus tard. Elle n'a pas souri, mais ses yeux contenaient quelque chose de différent ce matin-là, pas du soulagement, juste une sorte d'observation tranquille, comme si elle mesurait le monde réaction par réaction. Dès que je fus seul dans la voiture, je me suis garé derrière la bibliothèque de l'école, j'ai remonté les vitres et j'ai allumé la tablette que la conseillère m'avait laissée. J'ai ouvert le fichier. Pendant les premières secondes, il n'y avait qu'un faible grésillement, le bruit de draps qui se froissent, des pas lointains. Puis les voix sont venues. « Je te l'ai dit », a dit une femme, d'un ton sec et fatigué. « Ne la laisse pas trop en dire à l'école. » Une autre voix a suivi, plus âgée, sèche et plus froide. « Elle doit apprendre. Si elle continue à jacasser à propos de cet homme, il finira en prison, et alors nous perdrons tous. » Je connaissais ces voix. La mère de Naomi, sa grand-mère. Je n'ai même pas réalisé que j'avais agrippé le volant jusqu'à ce que je sente la douleur dans mes articulations. Puis, doucement, la petite voix de Naomi a percé. « Mais ça fait mal. » Une pause. Puis sa mère a lâché sèchement, « Alors arrête peut-être de faire la capricieuse. » Le son suivant n'était pas des mots. C'était le claquement sec et sans équivoque de la peau contre la peau. Puis sa voix, petite et brisée, « Maman, s'il te plaît, ne le laisse pas. » Le reste n'était que des pleurs étouffés, un bruissement, puis plus rien que le silence. J'ai regardé droit devant moi,
figé sur place. Je ne sentais plus mes jambes. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber la tablette. Je suis resté assise là pendant près de 10 minutes avant de me souvenir de respirer. Puis, j'ai fait ce que toute femme ayant survécu à une zone de guerre judiciaire ferait. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application mémo vocale et j'ai appuyé sur enregistrer. J'ai laissé la tablette rejouer, mot pour mot, dans le haut-parleur. Aucune amélioration, aucune modification, juste la vérité brute. Puis j'ai appelé Marsha Doyle, une défenseur des droits avec qui j'avais travaillé lorsque je faisais du bénévolat sur des cas de violence domestique. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sylvia, ça fait un bail. Tout va bien? Non, ai-je dit, d'un ton plat. J'ai une mineure sous ma garde. J'ai un enregistrement. Il contient de la violence psychologique, des violences physiques et des preuves de coercition pour protéger un agresseur sexuel. J'ai besoin de savoir ce qui est possible en ce moment. Il n'y eut aucune hésitation dans sa voix. Apportez-moi l'audio. Nous pouvons déposer une requête d'urgence pour la garde de protection. C'est suffisant pour qu'un juge délivre une ordonnance de restriction. Je vais préparer les papiers. Je vais au tribunal, lui ai-je dit, en regardant à travers le pare-brise. Je vais me battre comme une lionne. Le temps que je rentre à la maison, Naomi était déjà là. L'école avait fini plus tôt pour une réunion du personnel. Elle était assise à la table de la cuisine, ses crayons éparpillés sur la surface, travaillant tranquillement. Quand elle m'a vu entrer, elle a fait glisser un morceau de papier sur la table et a levé les yeux, cherchant quelque chose sur mon visage, peut-être la permission, peut-être la sécurité. C'était un dessin. Un autre. Cette fois, ce n'était pas effrayant. C'était elle, se tenant droite et fière devant une silhouette sombre aux yeux rouges. Dans une main, elle tenait un bouclier. Sur le bouclier, en lettres capitales maladroites, elle avait écrit « Tante Sylvia ». Je me suis agenouillé à côté d'elle, j'ai posé mon front contre le sien, et j'ai dit doucement, cette fois, personne ne te fera taire. Cette nuit-là, je suis resté debout à imprimer des formulaires, à trier des preuves, à organiser des notes. Naomi s'est endormie sur le canapé avec son dessin sur ses genoux. Je l'ai portée au lit, je l'ai bordée doucement et j'ai laissé la lumière du couloir allumée. Quand le matin est venu, nous étions dehors avant que le soleil ne passe la cime des arbres. Alors que je prenais la route en direction du palais de justice, Naomi a tendu la main à travers la console. Ses doigts ont trouvé mon auriculaire. Elle a enroulé les siens autour et s'y est accrochée. Puis, presque trop doucement pour être entendue, elle a murmuré, « C'est à ça que ressemble le courage. » Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai laissé les larmes couler. La question de Naomi s'accrochait encore à la buée du pare-brise alors que nous nous engagions dans le parking du palais de justice. Je lui ai serré le petit doigt en retour. Le courage, c'est comme respirer quand l'air se fait rare. Mais nous respirons ensemble. Elle a réussi un petit hochement de tête, le cardigan bleu que je lui avais préparé boutonné jusqu'au col. À l'intérieur, les sols en marbre répercutaient chaque pas. Je pouvais dire qu'elle l'entendait aussi, chaque claquement un autre rappel de la taille de ce bâtiment, de la petitesse qu'elle devait ressentir. Je me suis agenouillé, j'ai redressé sa barrette. La vérité n'est pas impolie, ai-je murmuré. Elle est juste assez forte pour être entendue. Elle a pincé les lèvres et m'a suivi au-delà du détecteur de métaux. La salle d'audience du juge Harold sentait le produit à polir au citron et le vieux papier. Nous avons pris notre place à la table de la requérante. Marsha m'a jeté un regard rassurant. La mère de Naomi est entrée d'un pas rapide, ses talons perforant le silence. À côté d'elle, grand-mère en tailleur anthracite, et derrière eux, un homme que je n'avais jamais vu, blazer gris, sourire crispé, mallette en cuir. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Le juge a ajusté ses lunettes. Madame Green, vous demandez la garde provisoire d'urgence. Madame Rollins, vous avez déposé une requête reconventionnelle pour une évaluation complète de la garde et fourni un témoignage d'expert? Il a regardé l'étranger. La mère de Naomi s'est levée. Oui, votre honneur. Nous avons fait appel au docteur Randall Quinn, thérapeute agréé, pour répondre aux préoccupations concernant la stabilité mentale de Sylvia et la possibilité qu'elle influence l'enfant. L'avocate de ma sœur a fait glisser un document vers l'avant. Les mots au complexe du sauveur obsessionnel étaient en gras. J'ai senti le coude de Marsha me pousser. Reste calme. Le docteur Quinn s'est présenté à la barre. Sa voix suintait la certitude.
J'ai examiné les publications de Madame Duncan sur les réseaux sociaux, son historique de bénévolat et son comportement récent. Les schémas indiquent une fixation sur le sauvetage des autres, projetant souvent un traumatisme non résolu. Il a brassé des papiers de manière théâtrale. Les enfants sous sa garde peuvent adopter ses récits. J'ai gardé un visage neutre, mais à l'intérieur, une mèche de dynamite grésillait. Marsha a griffonné sur un bloc-notes, pas autorisé à exercer dans le Kentucky, et l'a glissé sous mes doigts. Quand ce fut notre tour, Marsha s'est levée. Votre honneur, nous soumettons la pièce à conviction à elle a joué l'enregistrement de la tablette de Naomi. La salle est tombée dans un vide. La petite voix de Naomi tremblait, mais ça fait mal. Puis la réponse froide de sa mère, la gifle, le gémissement. Quelque part derrière moi, une chaise a grincé puis s'est tue. La mâchoire du juge Harold s'est contractée. Marsha a continué, pièce à conviction B, documentation disciplinaire du Conseil de la santé comportementale du Nevada. Le docteur Quinn a été réprimandé et sa licence suspendue pour diagnostic non éthique. Elle s'est retournée, croisant son regard. Monsieur, êtes-vous actuellement autorisé à exercer dans cet état? La bouche de Quinn s'est ouverte, puis refermée. Ma demande est en cours. Merci, a dit Marsha. Pas d'autres questions. Le juge a frappé une fois de son marteau. J'en ai assez entendu. La garde provisoire d'urgence est accordée à Sylvia Duncan, avec effet immédiat. Une enquête criminelle sur Marcus Rollins reste active. De plus, le tribunal émet une ordonnance de non-contact à l'encontre de Madame Rollins et de Madame Green, en attente d'examen. Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes, un silence stupéfait remplaçant le calme étudié. Grand-mère a tendu la main vers son bras, mais elle s'est dégagée, les yeux brûlants. À l'extérieur de la salle d'audience, la lumière du soleil se déversait à travers de hautes fenêtres. Naomi a grimpé sur le banc à côté de moi, se penchant contre moi. Des journalistes flânaient près du poste de sécurité, mais personne ne s'est approché. Pour un rare moment, le couloir semblait privé. Elle a niché sa tête sous mon menton. Je peux rentrer à la maison maintenant, a-t-elle demandé, la voix petite mais stable. Je lui ai embrassé les cheveux. Nous en construisons une nouvelle. Juste pour toi. La question de Naomi persistait alors que nous quittions le palais de justice, sa tête sur mon épaule, le soleil de l'après-midi réchauffant les marches de marbre. 2 semaines plus tard, ce moment brille encore dans ma mémoire comme la lumière d'un Porsche nous guidant à la maison. La nouvelle location est petite, 2 chambres, une salle de bain mais chaque mur a une peinture fraîche, et chaque porte s'ouvre sans avoir besoin de clé. Chaque matin, je me réveille à l'odeur du sirop d'érable et au claquement des pieds nus de Naomi sur le parquet. Elle aligne ses baskets près du paillasson, les lacets noués en double boucle bien nette. C'est la première chose qu'elle fait en entrant, la preuve qu'elle ne s'attend plus à être emmenée sans avertissement. Les lundis, mercredis et vendredis, nous allons à l'art-thérapie. Les autres jours, elle va à l'école à mi-temps, se réhabituant doucement aux dictées et aux politiques de la cour de récréation. Le soir, nous plantons des graines dans le jardin arrière, basilic, souci, 3 petites pousses de tournesol. Elle dit que les fleurs rendent la clôture plus joyeuse. Un jeudi tranquille, elle sort de sa chambre en tenant une feuille de papier épais. Des chiffres sont griffonnés en haut, 1, 2, 3, 4, comme une liste. À côté de chaque numéro se trouve un personnage en bâtonnet. Le premier, c'est moi, avec des boucles brunes en guise de cheveux. Le deuxième, c'est elle, souriante. Le troisième, c'est grand-père, des boucles grises, une guitare à la main. Le quatrième personnage se tient à l'écart, un rectangle dessiné autour de lui comme une boîte d'ombre. Des sourcils froncés, une bouche en colère. Légendé, Oncle Ben. Je me fige. Oncle Ben. Le frère célibataire de ma sœur ne m'avait pas traversé l'esprit depuis le dernier Noël où il avait fait des tours de magie avec des pièces derrière l'oreille de Naomi. Il n'a jamais été mentionné dans les rapports initiaux, jamais sur le radar des services de protection de l'enfance. Ma chérie, je demande, en gardant ma voix stable, pourquoi Oncle Ben est-il dans une boîte? Ses yeux baissent. C'est ma chambre chez grand-mère. Il venait après le jeu où elle me regarde, mesurant ma réaction. Je ne voulais pas créer de problème. Une pulsation lente commence derrière mes tempes. Je prends une photo rapide du dessin et l'envoie par courriel à l'inspecteur Luring avant que le tremblement de mes mains ne se propage. Il appelle en quelques minutes, la voix sèche. Nous l'avons manqué.
J'envoie une équipe interroger d'autres enfants qui ont assisté à ces dîners de famille. 5 jours plus tard, l'urine rappelle. Oncle Ben est en garde à vue, inculpé après que 2 autres mineurs ont corroboré la description de Naomi. La déclaration de ma sœur, elle savait que quelque chose n'allait pas mais ne l'a pas pressée de questions parce que la famille passe avant tout. Cette nuit-là, je trouve Naomi sur la terrasse en train d'arroser les pousses de tournesol avec un arrosoir en plastique. Elle fredonne sous son souffle, faux, sans peur. Je m'assois à côté du bac à fleurs et regarde la terre s'assombrir sous l'eau qui coule. Elle pousse lentement, me dit-elle, les orteils se tortillant dans la terre fraîche. Mais elles sont grandes quand elles sont prêtes. Je tire sur le bord de son chapeau de paille. Tout comme toi. La boîte aux lettres grince le lendemain. À l'intérieur, une enveloppe crème adressée de l'écriture de ma mère. Mon pouce accélère alors que je l'ouvre. Sylvia, j'avais tort. Je voulais croire que les histoires étaient des mensonges parce que la vérité faisait plus mal. Je témoignerai. Je suis désolé d'avoir laissé le silence parler pour moi. Maman. Je la lis à voix haute à la table de la cuisine pendant que Naomi colorie un château. Quand j'ai fini, elle pose son crayon. Je veux rester ici, dit-elle simplement. J'aplatis la lettre. Tu y resteras. Plus tard, une fois la vaisselle empilée et la veilleuse allumée, Naomi se glisse sur le canapé à côté de moi. Nous partageons des restes de crêpes à la banane du petit déjeuner, son idée du dessert. Elle appuie sa tête sur mon bras et soupire, un son si léger qu'il flotte. Je repense à chaque sirène, chaque porte claquée, chaque nuit blanche à compter ses respirations. Je croyais que le sauvetage était quelque chose de spectaculaire à gyrophare, avocat, un seul moment décisif. Mais le vrai sauvetage est plus discret. Un enfant qui dort toute la nuit. Un porte-chaussures près de la porte. Des crêpes pour le dîner parce que personne ne chronomètre le repas. Naomi bâille, poussant son assiette de côté. Est-ce que ça veut dire que je suis en sécurité maintenant? Je tire la couverture tricotée sur nous deux et j'embrasse le sommet de sa tête. Non, mon bébé, dis-je, mon cœur battant au rythme de quelque chose qui ressemble enfin à la paix. Ça veut dire que tu es à la maison.